24 mai 1941. Dans l'Atlantique Nord, au beau milieu du détroit du Danemark, des géants des mers s'affrontent et l'un de ces monstres d'acier vient de toucher sa cible. En quelques minutes seulement, le HMS Hood, 3 heures de bataille redoutée, fleuron de la Royal Navy, disparaît sous les flots après une explosion spectaculaire. Désormais, pour les Britanniques, il n'y a plus qu'une seule chose qui compte. Retrouver et envoyer par le fond le navire responsable de ce naufrage. Je vous ai déjà présenté des avions, des voitures et des chars, mais aujourd'hui il est temps de passer à un tonnage bien supérieur. Je vais vous raconter l'histoire d'un géant, symbole de la puissance industrielle de tout un pays, fierté de la Kriegsmarine et considéré comme invincible et insubmersible. Le cuirassé Bismarck. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. D'habitude, quand je vous présente un véhicule, j'en ai toujours un exemplaire survivant avec moi. Mais là, pour le coup, ce sera pas trop possible. Mais si je me suis quand même lancée sur ce sujet, c'est parce que cette vidéo est réalisée en partenariat avec le jeu vidéo World of Warships. Grâce à eux, j'ai accès à de magnifiques images reconstituées qui redonnent vie à ce géant d'acier et me permettent d'illustrer à merveille cette vidéo, en plus des images d'archives habituelles. World of Warships, c'est un jeu de bataille navale en ligne qui vous plonge au cœur des plus grands affrontements maritimes du XXe siècle. Vous pouvez prendre le contrôle de cuirassés, croiseurs, destroyers ou porte-avions historiques de légende. Chacun ayant leurs forces et leurs faiblesses que vous apprendrez à exploiter durant les combats. Participez à des batailles navales stratégiques où chaque décision, positionnement, salve de tir ou coordination avec vos alliés peut faire basculer l'issue du combat. Le jeu est gratuit et disponible sur PC, console ou mobile. C'est plus de 850 navires qui sont disponibles, reproduits dans les moindres détails à partir de documents historiques et de vrais plans d'époque, ce qui fait du jeu un véritable musée virtuel. Il y a un côté débloquez-les tous qui est très stimulant. Et pour les passionnés d'histoire que nous sommes, que ce soit pour les vaisseaux ou les capitaines de légende, beaucoup d'informations sont disponibles dans le jeu et j'avoue que c'est une manière très fun d'apprendre l'histoire. À l'occasion du 85e anniversaire du naufrage du Bismarck, vous pouvez revivre sa dernière bataille dans World of Warships et débloquer du contenu exclusif, comme une version du navire tel qu'il était lors de sa dernière bataille, ou encore les bâtiments britanniques Prince of Wales, le commandant Ernst Lindemann, entre autres choses. En plus, avec le lien en description, vous aurez droit à tout un tas de bonus pour bien commencer l'aventure. Merci à World of Warships pour leur soutien. C'est au milieu des années 30 que l'Allemagne lance la conception des cuirassés de classe Bismarck. La création de ce navire a lieu dans un contexte assez particulier en Europe, car la course à l'armement naval reprend et les grandes puissances recommencent à construire massivement. La France, par exemple, travaille sur ces nouveaux cuirassés comme ceux de la classe Richelieu. Officiellement, la construction du Bismarck et son sister ship, le Tirpitz, s'inscrit dans les limites imposées par les traités navals internationaux, censés encadrer la taille et la puissance des cuirassés depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Mais entre la théorie et la pratique, il y a toujours une marge de manœuvre, vous vous en doutez. Dans les faits, ces limites sont rapidement dépassées par un peu tout le monde. Les différents traités qui font suite à la Grande Guerre ont plusieurs objectifs. D'une, c'est de brider les possibilités de revanche des vaincus. C'est le cas du traité de Versailles avec l'Allemagne. Mais il y a aussi des traités contraignant les vainqueurs, comme le traité de Washington en 1922. La construction de ces flottes puissantes est un gouffre financier pour les États d'une part, et constitue une source de tension pouvant mener à la guerre. Quand chaque nation cherche à surpasser les autres militairement, les tensions montent rapidement et ça finit par péter. C'est pourquoi les grandes nations s'accordent pour limiter la taille de leur flotte et de leurs navires. C'est un peu le même principe que ce qu'on verra bien plus tard avec les traités sur la non-prolifération des armes nucléaires. Mais dans les années 30, certains pays sortent de ces accords et toutes les restrictions deviennent de plus en plus théoriques. Le résultat pour l'Allemagne nazie, le Bismarck et le Tirpitz s'imposent comme des géants conçus pour redéfinir la puissance navale allemande. Et ça, même si en vrai, ils n'avaient pas tout à fait le droit de les construire telles quelles.
Petite parenthèse, le Bismarck tire son nom d'Otto von Bismarck, ancien chancelier allemand et figure majeure de l'unification du pays au XIXe siècle. Le Tirpitz, lui, rend hommage au grossadmiral Alfred von Tirpitz, créateur de la marine impériale allemande en 1871. La construction du Bismarck commence en juillet 1936 sur le chantier naval Blohm und Voss de Hambourg. Quand sa coque prend forme, il domine littéralement le port de la ville et le monde commence à prendre la mesure de ce qu'il représente. Avant même son entrée en service, le Bismarck inquiète déjà les états-majors britanniques, qui voient dans ce cuirassé un possible bouleversement de l'équilibre naval européen. Pour assembler ce géant d'acier de plus de 250 mètres de long, des milliers d'ouvriers travaillent pendant presque 4 ans. S'il n'est pas le plus grand, il compte parmi les cuirassés les plus massifs et puissants jamais construits en Europe. Son lancement en février 1939 donne lieu à une immense cérémonie de propagande à la démesure typiquement nazie. En présence d'Hitler, bien évidemment, le navire est baptisé par Dorothea von Löwenfeld, la petite fille d'Otto von Bismarck. C'est une manière pour le régime de rattacher symboliquement ce nouveau géant des mers à l'héritage de l'unificateur de l'Allemagne. C'est en août 1940 que le cuirassé entre officiellement en service. Et comme on ne confie pas le fleuron de la marine allemande à n'importe qui, pour prendre la tête du Bismarck, la Kriegsmarine choisit Ernst Lindemann, un officier expérimenté et respecté, vétéran de la Première Guerre mondiale. Le Bismarck incarne alors l'aboutissement de la puissance navale du Reich. Conçu pour encaisser les combats les plus violents, le Bismarck repose sur une coque massivement blindée, avec par endroits plus de 30 cm d'acier. Ses 8 canons principaux de 380 mm répartis sur 4 tourelles doubles peuvent projeter des obus de près de 800 kg à plusieurs dizaines de kilomètres. Mais ces célèbres canons ne représentent qu'une partie de son arsenal. Le Bismarck embarque également des dizaines de pièces d'artillerie secondaire et anti-aérienne destinées à repousser destroyers, croiseurs et avions ennemis. Et malgré ses près de 50 000 tonnes, il arrive à dépasser les 30 nœuds grâce à ses turbines à vapeur alimentées au fioul développant plus de 150 000 chevaux. À son bord, ce sont plus de 2000 hommes qui vivent et combattent sur cette forteresse flottante. 3 semaines après son entrée en service, le Bismarck quitte Hambourg pour ses premiers essais en mer dans la baie de Kiel. Escorté le long de son parcours jusqu'à Gotenhafen, il entame une phase de test intensif en mer Baltique. Et très vite, les machines sont poussées dans leur retranchement. Vitesse, endurance, manœuvrabilité, chaque système est mis à l'épreuve. Et un problème apparaît. Le navire est difficile à diriger. Même en jouant sur la puissance des hélices, le Bismarck répond lentement, presque à contretemps. Non, sans déconner, la première fois que j'ai joué à World of Warships, et encore, je jouais pas un cuirassé, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? T'avances, ça met 10 plombes à démarrer, tu tournes, ça tourne pas, et je te dis pas si tu veux freiner ou reculer. En fait, c'est pas nul, c'est juste réaliste. La dernière fois que j'ai piloté un vaisseau dans un jeu vidéo, c'était un X-Wing. Je peux vous dire que c'est pas la même réactivité. Donc oui, le Bismarck, il est gros, très gros. Donc pas très nerveux, mais ça, on pouvait s'y attendre. En revanche, ses canons impressionnent immédiatement. Stable, précis, la plateforme de tir est redoutablement efficace. Après plusieurs semaines d'essais, le navire retourne à Hambourg pour ajustement et finition. Son retour en mer est ensuite retardé par le naufrage d'un cargo dans le canal de Kiel, bloquant temporairement sa route. Les opérations pour dégager la voie sont ralenties par de mauvaises conditions météo. Le Bismarck reste immobilisé pendant des semaines. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ce contretemps agace fortement son commandant, convaincu que chaque jour de perdu est un avantage offert à l'ennemi. Et justement, durant cette période d'attente, le navire reçoit la visite d'un officier suédois, le capitaine Anders Forssell. Il retourne en Suède avec un rapport détaillé sur le Bismarck, mais celui-ci finira par fuiter jusqu'en Grande-Bretagne grâce à des éléments pro-britanniques de la marine suédoise. Pour la Royal Navy, ce rapport est la première véritable vision qu'ils ont du navire allemand, même si des éléments clés restent encore inconnus, comme sa vitesse ou son rayon d'action. C'est en mars 1941 que le Bismarck peut enfin reprendre la mer pour poursuivre son entraînement. Et arrivera bientôt sa première mission et son baptême du feu. L'opération Rheinübung.
La stratégie du haut commandement de la marine allemande est claire. Frapper le commerce allié dans l'Atlantique. Si à cette date, les États-Unis ne sont pas encore engagés dans la guerre contre l'Allemagne nazie, ils en sont pas moins un soutien important de l'Angleterre. Carburant, nourriture, matières premières, armes ou encore véhicules traversent l'Atlantique à bord d'immenses convois maritimes, indispensables à l'effort de guerre britannique. Et c'est justement pour mettre fin à ce soutien que les Allemands veulent déployer leurs navires les plus puissants comme des prédateurs chargés de traquer les proies que sont les convois ennemis. Le plan initial est ambitieux. Envoyer le Bismarck et son sister ship le Tirpitz rejoindre d'autres cuirassés déjà présents en France pour bâtir une force capable de semer le chaos sur les routes maritimes alliées. Mais rien ne va se passer comme prévu. Les retards, les pannes et surtout les bombardements britanniques sur les dépôts de ravitaillement. Un à un, les navires censés participer à l'opération sont mis hors jeu. Et au fur et à mesure que les semaines passent, le plan du Reich s'effondre. L'amiral Günther Lutyens s'est chargé de l'opération et pense qu'il est plus judicieux d'attendre des renforts et de meilleures conditions. Mais à Berlin, la décision est prise. Il faut agir, même seul. L'opération Rheinübung sera donc lancée avec une force réduite. Le croiseur Prinz Eugen, le Bismarck et... en fait, c'est tout. Une mission risquée, mais pour les Allemands, il est déjà trop tard pour reculer. Le 5 mai 1941, Hitler en personne, accompagné de Wilhelm Keitel, haut commandant de la Wehrmacht, vient rencontrer Lutyens pour discuter de la mission. L'amiral affirme que les deux navires sont prêts et annonce que la mission sera lancée dans la nuit du 19 mai. Derrière ces deux navires, toute une mécanique de guerre est déjà en place. Des pétroliers et des cargos sont déployés à travers l'Atlantique pour les ravitailler et les soutenir à distance. Sous les flots, les redoutables U-boats prennent position le long des routes maritimes pour repérer les convois alliés et préparer le terrain pour la traque. Au moment du départ, le Bismarck embarque plus de 2200 hommes. Marins, officiers et même une équipe d'abordage prête à prendre le contrôle de navires ennemis capturés en mer. Dans la nuit du 19 mai à 2h du matin, le géant quitte discrètement Gotenhafen, direction l'Atlantique. Quelques heures plus tard, il est rejoint par le croiseur Prinz Eugen. Autour d'eux, une escorte serrée de destroyers et de dragueurs domine, pendant que dans le ciel, la Luftwaffe veille. Pourtant, si tout semble parfaitement orchestré, quelque chose leur échappe. Au large, des avions de reconnaissance suédois repèrent sans se faire voir la formation allemande. Et une heure plus tard, le convoi croise un navire inattendu, le croiseur suédois Gotland. Décidément, ces Suédois, ils ont le don de tout faire capoter. Pendant 2 heures, le Gotland les observe et les suit, avant de transmettre le message suivant à son état-major. Plusieurs navires de guerre allemands en route vers l'ouest. À Berlin, on minimise la menace, mais à bord du Bismarck, le doute s'installe. Lutyens et Lindemann sont convaincus que le secret de la mission vient d'être compromis. Et ils ont raison. L'information remonte rapidement jusqu'aux Britanniques. À Londres, l'amirauté est alertée et les analystes de Bletchley Park confirment ce que tout le monde redoute. Une sortie allemande dans l'Atlantique est imminente. En effet, selon des rapports décryptés, le Bismarck et le Prinz Eugen auraient demandé des cartes de navigation supplémentaires et auraient embarqué des équipages de prise. Immédiatement, des avions de reconnaissance sont envoyés pour retrouver la trace du Bismarck. La véritable chasse est sur le point de commencer. Du côté allemand, même si un doute subsiste, les nouvelles se veulent rassurantes. La reconnaissance aérienne indique que la flotte britannique est toujours à quai à Scapa-Flow. Pour Lutyens, cette information est suffisante pour conclure que les Britanniques n'ont rien vu. Du moins ça, c'est ce qu'il croit. Le 20 mai au soir, la flottille atteint les côtes norvégiennes. Une partie de l'escorte se sépare pendant que le Bismarck et le Prinz Eugen poursuivent leur route vers le nord. Dès le lendemain matin, un doute s'installe à nouveau dans les rangs de la Kriegsmarine lorsque le Prinz Eugen intercepte un message radio britannique. Ils sont à la recherche de navires allemands dans la zone. Et peu après, des avions apparaissent à l'horizon avant de disparaître rapidement. Scheisse! Le doute n'est plus permis. Ils sont repérés. Les navires atteignent Bergen et jettent l'ancre le 21 mai à midi. Les équipages en profitent pour adapter leur camouflage aux opérations en Atlantique.
Et je fais une petite parenthèse esthétique du Bismarck parce que c'est intéressant. Pour beaucoup, un bateau c'est gris, mais c'est plus subtil que ça. Lors des opérations dans les eaux nordiques, le camouflage utilisé présente des motifs très contrastés, comme des bandes noires et blanches sur la coque. Le problème est que dans l'Atlantique, ce camouflage devient trop visible. C'est pourquoi à Bergen, les équipages repeignent une partie du navire en supprimant notamment les motifs les plus voyants, dont les fameuses bandes noires et blanches sur les flancs du navire et les énormes croix gammées peintes sur le pont à l'avant et à l'arrière. En mer du Nord, ces marquages servaient notamment à faciliter l'identification du navire et à éviter les tirs amis de la Luftwaffe. En Atlantique, la stratégie change et la priorité devient la discrétion. Alors il est logique d'éviter les marquages Nazi-Boot visibles à 10 km à la ronde. Pendant que l'équipage est occupé à redécorer le Bismarck, depuis la côte, des résistants norvégiens observent la scène et transmettent eux aussi les informations aux Britanniques. Chaque mouvement du Bismarck est désormais suivi. Au-dessus du géant, la protection aérienne est en place. Des chasseurs allemands Bf-109 tournent en permanence, prêts à repousser toute attaque. Malgré cette vigilance, un avion passe entre les mailles du filet. Volant à haute altitude, le Spitfire du lieutenant Michael Suckling réussit à survoler la flotte et à prendre des photos. Et à Londres, l'information déclenche une réaction immédiate. L'amiral John Tovey ordonne de mobiliser le fleuron de la Royal Navy, le HMS Hood, accompagné du tout nouveau cuirassé HMS Prince of Wales. D'autres navires sont redéployés et la Home Fleet à Scapa Flow se met en alerte maximale. C'est le début officiel de la traque. Des bombardiers décollent pour frapper les Allemands, mais le mauvais temps s'en mêle. Les nuages ferment le ciel et offrent un camouflage inespéré au Bismarck et à son escorte. Cependant, une décision prise lorsque le cuirassé était ancré en Norvège va peser lourd sur la suite des opérations. Le Bismarck n'a pas fait le plein. Ses ordres ne l'exigeaient pas, alors il est reparti avec des réserves incomplètes. Un détail en apparence, mais en mer, chaque tonne de carburant peut faire la différence. Le 21 mai au soir, le Bismarck, le Prinz Eugen et leur escorte quittent Bergen, direction le nord. Au même moment en Allemagne, Hitler est enfin informé du lancement de l'opération Rheinübung, la mission du Bismarck dans l'Atlantique. Il donne son accord pour continuer, mais sans grand enthousiasme. Rappelez-vous que le plan initial prévoyait plusieurs grands bâtiments allemands opérant ensemble dans l'Atlantique. Mais entre retard, problèmes techniques et destruction, le Bismarck se retrouve presque seul pour affronter la Royal Navy, ce qui rend l'opération risquée. Bon, ça Hitler s'en rend bien compte, mais il a quand même dit ya. Dans la nuit, alors que les destroyers d'escorte font demi-tour, le Bismarck et le Prinz Eugen continuent seuls. L'objectif est de franchir le détroit du Danemark et d'atteindre l'Atlantique. Jusqu'ici, le mauvais temps les protège encore, mais ça va pas durer très longtemps. Dans l'après-midi, un avion britannique parvient enfin à survoler Bergen. Et le constat est sans appel, le port est désert, les Allemands ont disparu. Dès la réception du rapport à Scapa Flow, l'amiral Tovey prend la mer avec la Home Fleet. Le 23 mai à 4 h du matin, à bord du Bismarck, Lutyens donne l'ordre d'accélérer. Le Bismarck et le Prinz Eugen montent à pleine vitesse pour franchir le détroit du Danemark et à l'entrée du passage, ils activent leur radar. Le Bismarck ouvre la marche, suivi de près par le Prinz Eugen, à quelques centaines de mètres. Autour d'eux, le brouillard est dense, la visibilité tombe à quelques kilomètres seulement. Et en milieu de matinée, un nouvel obstacle apparaît, la glace. Les navires doivent ralentir, puis zigzaguer pour éviter les plaques dérivantes. Malgré tout, ils progressent et réussissent à atteindre le nord de l'Islande. Mais c'est à 19 h 22 que tout bascule lorsque les capteurs allemands détectent un navire britannique, le croiseur HMS Suffolk. Une certitude s'impose alors, leur position a été repérée et transmise. La discrétion, clé de voûte de leur mission, a volé en éclats. Repéré pour repérer, Lutyens donne l'ordre au Prinz Eugen d'ouvrir le feu. Mais dans le brouillard, la cible est trop difficile à distinguer, alors le croiseur allemand hésite et ne tire pas. En face, le HMS Suffolk ne prend aucun risque. Il se replie pour continuer de suivre les Allemands à distance. Il faudra peu de temps pour qu'un second croiseur britannique, le HMS Norfolk, rejoigne la traque. Et lui, il s'approche un peu trop près. Lutyens réagit immédiatement, le Bismarck ouvre le feu pour la première fois. 5 salves consécutives. Certaines tombent tout près du Norfolk, projetant des éclats sur ses ponts. Le croiseur britannique déploie alors un écran de fumée et disparaît dans le brouillard. L'affrontement est bref, mais il laisse une trace.
sur le Bismarck. Le souffle de ces canons était si puissant qu'il a endommagé son propre radar. Un coup dur qui le handicape sérieusement pour la suite de sa mission. Pour pallier à ça, Lutyens ordonne au prince Eugen de passer en tête afin d'utiliser son radar encore opérationnel. Vers 22h, il tente un pari audacieux. Faire demi-tour pour surprendre les croiseurs britanniques qui le suivent. Mais le Suffolk capte la manœuvre au radar et la surprise échoue. Toute la nuit, les croiseurs britanniques restent dans l'ombre et transmettent en continu la position des Allemands. Au matin du 24 mai, le ciel se dégage. C'est à 5h07, à bord du Prince Eugen, qu'un nouveau signal est capté. 2 navires approchent et avec eux le combat. À 5h45, les guetteurs allemands aperçoivent de la fumée à l'horizon. Ce sont les HMS Hood et Prince of Wales, 2 des plus puissants navires de la Royal Navy. Lutyens donne alors l'ordre de se préparer au combat. Pour les Allemands, il ne fait aucun doute qu'un affrontement majeur est désormais inévitable. Les distances se réduisent rapidement. À 5h52, le Hood ouvre le feu et 1 minute plus tard, le Prince of Wales suit. Mais les Britanniques se trompent de cible. Si le Prince of Wales fait feu sur le cuirassé allemand, le Hood prend pour cible le Prince Eugen qu'il confond avec le Bismarck. À bord du Bismarck, la tension est maximale. Car contrairement à ce qu'on pourrait croire, sa mission n'est pas de livrer une grande bataille navale. L'amiral Lutyens doit avant tout éviter les affrontements inutiles afin de percer dans l'Atlantique pour attaquer les convois alliés. L'officier d'artillerie Adalbert Schneider demande alors l'autorisation de riposter, 1 fois, puis 2. Voyant Lutyens hésiter, le commandant Ernst Lindemann intervient. « Je ne laisserai pas mon navire être coulé sans riposter. » Cette fois, Lutyens cède et à 5h55, le Bismarck ouvre le feu. Les navires britanniques approchent de face, un choix qui les handicape car seuls leurs canons avant peuvent tirer. Les 2 navires allemands ont l'avantage car ils peuvent utiliser toute leur puissance de feu. Très vite, les Britanniques tentent de corriger leur trajectoire. Un premier virage, puis un second pour pouvoir engager leur tourelle arrière. Mais entre-temps, les Allemands ont déjà choisi leur cible. Tous les tirs se concentrent sur le Hood. Quelques instants seulement après l'ouverture du feu, le Prince Eugen touche. Une explosion puis un incendie éclate à bord du cuirassé britannique. Celui-ci est rapidement maîtrisé. Sur le Bismarck, la cadence augmente. Les distances sont ajustées, les 8 canons principaux entrent en action, tir après tir. En parallèle, l'artillerie secondaire se tourne vers le Prince of Wales. De leur côté, les Britanniques tentent de se repositionner pour égaliser le combat. Mais Lutyens réagit et ordonne au Prince Eugen de changer de cible. Désormais, les 2 navires britanniques sont sous le feu et le Prince of Wales est touché à son tour. Un incendie se déclenche à son bord. La bataille du détroit du Danemark ne fait que commencer, mais elle bascule déjà en faveur des Allemands. Le Prince Eugen passe derrière le Bismarck pour garder un œil sur les croiseurs britanniques qui les suivent toujours à distance. Il est 6h, le Hood termine son virage et la 5e salve du Bismarck arrive. Si plusieurs obus tombent à l'eau tout près de leur cible, l'un d'eux touche. Il s'agit d'un obus perforant de 380 mm qui traverse le pont du Hood, trop faiblement blindé, et atteint les soutes à munitions. Une fraction de seconde plus tard, une énorme explosion se produit. Une boule de feu haute de plusieurs centaines de mètres s'échappe du navire avant qu'il ne se brise en 2. L'arrière disparaît quand l'avant continue d'avancer quelques instants. Puis la mer s'engouffre, la proue se soulève et la coque se déchire. À bord du Bismarck, une voix se fait entendre dans l'interphone. Il coule. 8 minutes. C'est tout ce qu'aura duré le combat pour le Hood. Légende des mers, fleuron de la marine britannique, qui fut en son temps le plus gros navire de guerre du monde. Et après ce moment tragique, je me permets de vous donner une petite précision balistique. À travers ce récit, on peut facilement s'imaginer, au vu du nombre de tirs manqués, que les navires et leurs équipages manquent cruellement de précision. Mais une bataille navale de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas Pirates des Caraïbes. Les navires tirent à des kilomètres, voire dizaines de kilomètres de distance, parfois dans le brouillard, sur des cibles qui bougent en permanence. Le vent, la houle, la vitesse des navires et même parfois la rotation de la Terre entrent en compte dans les calculs balistiques. Même pour un équipage aguerri, réussir à toucher sa cible est déjà un exploit. Les canons du Bismarck et du Hood peuvent théoriquement tirer à une trentaine de kilomètres. Et à de telles distances, les artilleurs ne tirent pas sur un bateau. Ils tirent sur une silhouette minuscule perdue dans la brume, en anticipant sa position plusieurs dizaines de secondes à l'avance.
Dans les faits, au moment où le Hood explose, les deux navires se trouvent à près de 17 km l'un de l'autre. Mais revenons à notre bataille, car le Prince of Wales est maintenant seul face au Bismarck. Le cuirassé britannique parvient à le toucher, mais trop tard. Dès sa première salve, le géant allemand riposte et un obus traverse la passerelle du Prince of Wales. S'il n'explose pas, l'obus massacre presque tout l'état-major présent. Seuls quelques hommes, dont le capitaine John Leach, survivent miraculeusement. Sous le feu allemand, le navire britannique encaisse coup sur coup. Les canons encore récents connaissent des dysfonctionnements, mais le Prince of Wales parvient malgré tout à riposter. 3 coups atteignent le Bismarck. Le premier frappe l'avant du navire, ouvrant une voie d'eau. Le second pénètre sous la ceinture blindée et provoque une inondation interne importante. Le troisième traverse les installations sans exploser. Touché, le Bismarck tient et le combat continue. À 6h13, le Prince of Wales rompt le combat. Seuls 5 de ses 10 canons sont encore fonctionnels et le navire est endommagé. Alors le capitaine John Leach donne l'ordre de repli. Le cuirassé britannique vire brutalement et déploie un écran de fumée pour disparaître. À mesure que la distance augmente, les tirs cessent. Sur le Bismarck, une décision importante se joue. Son commandant veut poursuivre et achever l'ennemi. Mais Lutyens refuse. Ses ordres sont clairs, éviter les combats inutiles. Leur objectif est d'atteindre l'Atlantique et ils comptent bien s'y tenir. Le Bismarck met alors cap au nord. Mais ce combat a laissé des traces, et pas des petites. Touché à 3 reprises, le cuirassé prend l'eau à l'avant. L'eau qui s'engouffre dans la coque contamine les réserves de carburant. Lutyens refuse de ralentir pour permettre aux équipes de réparer la brèche. Alors elle s'agrandit et le navire commence à pencher. L'avant s'enfonce dangereusement. Dans le ciel, des avions britanniques observent la scène à distance. L'un d'eux repère une immense nappe de pétrole et guide un destroyer vers la zone de naufrage du Hood. À la surface, il ne reste presque rien. Sur plus de 1400 hommes d'équipage, seuls 3 survivants seront retrouvés. Après le combat, Lutyens envoie son premier rapport. Le Hood est coulé. Un autre cuirassé britannique est endommagé et s'est retiré. Mais 2 croiseurs restent au contact. À 8h01, il précise la situation. Le Bismarck est touché et doit être réparé. Sa décision est prise. Le Prinz Eugen sera détaché pour continuer la mission de guerre de course, tandis que le Bismarck mettra cap sur la côte française. Peu après, Lutyens fait ralentir la formation pour évaluer les dégâts. Le constat est sans appel. Le navire laisse derrière lui une large traînée de pétrole, une piste parfaite pour l'ennemi. Et en effet, dans les airs, un avion britannique repère cette nappe et transmet l'information aux croiseurs qui poursuivent la traque. Le Prince of Wales, bien qu'endommagé, reste lui aussi dans la poursuite. Les Allemands s'organisent pour la suite. Des sous-marins sont déployés en Atlantique le long de la route supposée du Bismarck. D'autres se positionnent plus au sud, vers le golfe de Gascogne, pour couvrir sa fuite vers la France. Une véritable toile commence à se tisser. Face à eux, la Royal Navy fait exactement la même chose. À Londres, Winston Churchill donne un ordre clair. Tous les navires disponibles doivent participer à cette chasse. La Navy mobilise tout ce qu'elle peut. Si la Home Fleet de Tovey fonce vers la zone, elle est encore loin, à plusieurs centaines de kilomètres. D'autres unités sont redéployées pour couvrir toutes les issues possibles. Même des cuirassés anciens sont rappelés. Au total, une force massive se met en mouvement. Cuirassés, porte-avions, croiseurs, destroyers, une véritable armada. La traque du Bismarck devient une priorité absolue. En mer, les Britanniques reprennent l'initiative. Le Prince of Wales, pourtant endommagé, remet ses canons en état et se tient prêt à reprendre le combat. De son côté, Lutyens tente une manœuvre. Détacher le Prinz Eugen. Sa première tentative échoue puisque les croiseurs britanniques le suivent toujours au radar. Il faut attendre. Le 24 mai, en fin d'après-midi, une nouvelle opportunité se présente. Et cette fois, ça passe. Le Prinz Eugen s'échappe enfin. Pour couvrir sa fuite, le Bismarck fait demi-tour et fait face aux Britanniques. Les deux camps échangent quelques salves, sans résultat. Mais l'objectif est atteint, les tirs ont détourné l'attention des Britanniques et le Prinz Eugen a réussi à s'échapper. Désormais, le Bismarck est seul et il reprend son cap initial, tentant de rejoindre la France. Malgré les dégâts qu'il a subis, il reste étonnamment rapide. Pouvant encore filer à près de 28 nœuds, soit quasiment la vitesse maximale des navires britanniques lancés à sa poursuite. Tant qu'il garde cet avantage, il peut espérer atteindre Saint-Nazaire.
Pour les Britanniques, une chose devient claire. S'ils veulent l'arrêter, ils doivent absolument le ralentir. Le 25 mai, en fin d'après-midi, le porte-avions HMS Victorious s'est envoyé en avant, accompagné de plusieurs croiseurs. Son objectif est de lancer une attaque aérienne pour en finir avec le Bismarck. À 22 h, 9 bombardiers torpilleurs Swordfish s'élancent dans la nuit. Mais l'opération est chaotique. Les pilotes, encore peu expérimentés, manquent de s'en prendre à des navires alliés. Cette confusion alerte les Allemands et à bord du Bismarck, la défense anti-aérienne est déjà prête. Et pour se défendre, le Bismarck ne se contente pas de ses canons anti-aériens. Il utilise aussi son artillerie principale. Les obus frappent la mer autour des avions, soulevant d'immenses colonnes d'eau pour perturber leur trajectoire. Malgré l'intensité de la défense, aucun avion n'est abattu. Les attaques continuent. Si le Bismarck réussit à esquiver plusieurs torpilles, il y aura celle de trop. Elle frappe le navire en plein centre. L'explosion est violente. Un marin est tué, plusieurs autres blessés. Les dégâts semblent limités, mais ce sont les manœuvres d'évitement qui vont aggraver la situation. Virage brusque, changement de vitesse. La coque travaille et cède davantage à l'avant, là où le navire était déjà touché. L'eau s'engouffre et une chaufferie doit être abandonnée. Le Bismarck ralentit alors brutalement. D'abord à 16 nœuds, puis il parvient difficilement à se stabiliser autour de 20. Suffisant pour avancer, plus assez pour fuir. Pendant ce temps, les équipes de réparation jouent contre la montre. L'eau de mer menace d'atteindre les turbines, ce qui pourrait condamner définitivement le navire. Mais au matin, le danger est écarté. Le Bismarck ralentit encore pour tenter de sauver ce qui lui reste de son carburant. À bord, les hommes pompent, transfèrent, improvisent et quelques centaines de tonnes réussissent à être récupérées. Si le navire tient encore, chaque heure qui passe le rend un peu plus vulnérable. En pleine poursuite, les Britanniques, eux, sont contraints de zigzaguer. Les sous-marins allemands sont peut-être là. 10 minutes à bâbord, 10 minutes à tribord. Si c'est une manœuvre prudente, elle est contraignante, mais surtout dangereuse. Car à chaque virage, le Bismarck disparaît brièvement des radars. À 3 h du matin, le 25 mai, Lutyens prend la décision d'abandonner le plan de lancer les Britanniques dans le piège que constituent les U-boats. Il fait le choix de foncer vers la France. Le Bismarck accélère, puis manœuvre, d'abord à l'ouest, puis au nord. Au moment précis où il sort de la couverture radar, il disparaît. Le contact est rompu. Les Britanniques tâtonnent, le Suffolk cherche à l'ouest, dans la mauvaise direction. À l'aube, les navires se dispersent pour tenter de le retrouver, mais il est déjà trop loin. La Royal Navy lance alors une vaste recherche. Tous les moyens sont engagés malgré le manque de carburant. Des flottes entières convergent vers l'Atlantique. Et pendant ce temps, le Bismarck file. Ce qui, quand on y pense, est assez incroyable vu les dégâts qu'il a subis. Lutyens pense avoir semé ses poursuivants. Il envoie alors de longs messages radio pour en informer l'état-major. Une erreur, puisque les Britanniques interceptent les transmissions. Mais comme cette histoire est pleine de rebondissements, vous imaginez bien qu'ils ne pouvaient pas bien interpréter les messages interceptés. Ils comprennent que le Bismarck fait route vers l'Allemagne, et pendant plusieurs heures, ils le cherchent au mauvais endroit. Quand ils réalisent leur erreur, le Bismarck est déjà loin. Dans l'ombre, une autre bataille se joue, celle du renseignement. Les cryptanalystes britanniques parviennent à décrypter correctement cette fois certains messages allemands. Et l'un d'entre eux est crucial. La Luftwaffe se prépare à soutenir le Bismarck sur sa route vers la France. Sur le terrain, la résistance française confirme des mouvements allant en ce sens. Pour les Britanniques, le doute n'est plus permis. Le Bismarck fait route vers Brest. Tovey redéploie alors ses forces pour intercepter le cuirassé avant qu'il n'atteigne la couverture aérienne allemande. Des avions sont envoyés en reconnaissance. Ils ratissent l'Atlantique à la recherche du moindre indice. Et le 26 mai au matin, enfin un contact. Un hydravion Catalina repère le Bismarck loin au nord-ouest de la France. Mais le temps joue contre les Britanniques. À cette distance, le cuirassé pourrait se retrouver en sécurité en moins de 24 heures. La plupart des navires britanniques sont trop loin pour intervenir. Il ne reste qu'une seule option, le porte-avions HMS Ark Royal. Ces avions sont déjà en patrouille quand la position est confirmée. Une attaque est immédiatement préparée. Mais dans la précipitation, une erreur se produit. Il faut croire que les erreurs et mauvaises décisions sont légion dans cette histoire. Le croiseur britannique Sheffield est envoyé suivre le Bismarck sans prévenir les pilotes. Le résultat est qu'il se fait attaquer par les avions, mais heureusement les torpilles n'explosent pas et le drame est évité de justesse. Après cette salve de tirs contre son camp, heureusement sans conséquence, de retour à bord du porte-avions HMS Ark Royal, les avions sont réarmés. Cette fois, les torpilles sont équipées de détonateurs fiables et une seconde attaque est lancée. 15 appareils s'élèvent dans le ciel en direction du Bismarck. Dans les airs, les Swordfish peinent à localiser leur cible.
Ils prennent contact avec le croiseur Sheffield pour se guider, mais disparaissent dans les nuages. À la tombée de la nuit, ils replongent vers la mer et trouvent enfin le Bismarck. Et le cuirassé ouvre immédiatement le feu. Ses canons principaux frappent à nouveau la mer autour des avions, soulevant d'immenses colonnes d'eau. La DCA crépite, ne réussissant pas pour autant à stopper l'avance des Swordfish. Une première torpille frappe le navire sur le flanc, causant des dégâts limités, puis une seconde touche à l'arrière. C'est un coup critique. Le gouvernail est gravement endommagé, bloqué. Le Bismarck tente de corriger sa trajectoire, en vain. Il devient incontrôlable. À bord, les réparations s'enchaînent tant bien que mal. Le gouvernail tribord est remis en état, mais le gouvernail bâbord reste bloqué. Lutyens pense d'abord à sectionner le gouvernail en le faisant exploser, mais abandonne vite l'idée. Faire ça condamnerait définitivement le navire, puisqu'il se retrouverait totalement immobilisé. À 21h15, un premier message faisant état de la situation est envoyé à l'état-major de la Kriegsmarine. Le Bismarck ne peut plus manœuvrer. Il tourne en cercle, la fuite est terminée. En face, malgré le manque de carburant, plusieurs navires britanniques sont encore en mesure d'intervenir. Suffisamment pour en finir. À 21h40, Lutyens envoie un dernier message. Navire incontrôlable, nous nous battrons jusqu'au dernier obus. À bord, l'ambiance se dégrade. Les messages venus du commandement, censés rassurer l'équipage, ne font que confirmer une chose. Ils sont seuls et condamnés. Malgré tout, le Bismarck continue de se battre. Il ouvre le feu sur le Sheffield, le croiseur britannique qui le suit à distance. Les premières salves manquent, mais l'une d'entre elles encadre le navire ennemi. Des éclats frappent le pont, des hommes tombent, mais ça ne change rien. Le croiseur se replie dans la fumée et disparaît. Dans la nuit, le contact se perd. Ne le sachant pas incapable de fuir pour ne pas laisser le Bismarck s'échapper une dernière fois, une flottille de destroyers est envoyée. À 22h38, les destroyers britanniques entrent en contact avec le Bismarck. Immédiatement, le cuirassé ouvre le feu, ses canons tonnent dans la nuit. Pendant des heures, les destroyers harcèlent le Bismarck. Ils l'éclairent avec des fusées, lancent torpille après torpille, mais ne parviennent pas à atteindre leur cible. À l'aube, à bord du Bismarck, l'équipage est conscient que la défaite est proche. Ils tentent donc de sauver le journal de guerre du navire, des images de leur affrontement avec le Hood et d'autres documents. Un hydravion est préparé pour décoller, mais il est inutilisable car il a été endommagé lors du combat précédent. Trop dangereux car présentant un risque d'incendie, l'avion est jeté à la mer. Dernier espoir pour sauver ces quelques documents, un sous-marin. Lutyens demande qu'un U-boat vienne récupérer les archives. Un bâtiment est bien contacté, mais ne reçoit jamais le message. Le Bismarck est désormais seul. À l'aube du 27 mai, le dernier acte commence car les cuirassés britanniques sont en approche. En tête, le HMS King George V et derrière lui le HMS Rodney. Leur plan est simple, foncer droit sur le Bismarck, puis se déployer pour ouvrir le feu à courte distance. À 8h43, le contact visuel est établi. Le Bismarck est là, à l'horizon. 4 minutes plus tard, le Rodney ouvre le feu et le King George suit immédiatement. Le duel final a commencé. Le Bismarck riposte, ses tourelles avant crachent leur première salve et encadrent rapidement le Rodney. Mais les Britanniques remarquent que quelque chose a changé. Le navire ne peut plus manœuvrer. Il dérive, ballotté par la mer. Et très vite, sa précision décline. Impossible de viser correctement quand on ne contrôle plus sa trajectoire. À mesure que la distance diminue, le combat devient total. Les canons secondaires entrent en action, les croiseurs britanniques se rapprochent et ouvrent le feu à leur tour. Le Bismarck est désormais pris sous un déluge d'obus. À 9h02, un coup décisif est porté quand un obus de 406 mm frappe la superstructure avant. L'impact est dévastateur. Des centaines d'hommes sont tués, les tourelles avant sont gravement endommagées et le poste de commandement est ravagé. À cet instant, une grande partie de l'état-major disparaît, dont Lindemann et Lutyens, même si, selon des témoignages de certains survivants, ils auraient aperçu Lindemann sur le pont au moment où le navire coulait. La batterie principale avant tire une dernière salve avant d'être mise hors service. Les tourelles arrière prennent le relais. Quelques salves encore, puis elles sont réduites au silence à leur tour. À 9h31, les canons principaux se taisent définitivement. Le Bismarck est désormais incapable de riposter efficacement, pourtant il continue de se battre. Mais ça ne suffit pas. Les Britanniques lancent des torpilles, sans succès.
Le Bismarck, lui, encaisse encore, même s'il est déjà condamné. À bord, plus aucune réponse ne vient de la passerelle. Alors un officier prend la relève, le Fregattenkapitän Hans Oels. Depuis le centre de contrôle des avaries, il comprend immédiatement la situation. Le navire ne peut plus se défendre, c'est une chose. Mais il ne doit pas tomber aux mains des Britanniques. Vers 9h30, la décision est prise. Il faut saborder le Bismarck et évacuer l'équipage. Dans les entrailles du navire, les ordres circulent. Ouvrir les compartiments, préparer les charges explosives. L'eau envahit déjà la coque et lentement le navire s'enfonce. Dans les salles des machines, les hommes s'exécutent. Les charges sont amorcées, puis ils évacuent. Derrière eux retentissent les explosions qui scellent le destin du fleuron de la marine allemande. À travers le chaos, Oels parcourt le navire, ordonnant à chacun de quitter son poste. À cet instant, un nouvel obus frappe et pénètre profondément dans le navire, puis explose. L'impact est fatal. Oels est tué, et avec lui des dizaines d'hommes. Le déluge de feu continue. Les cuirassés britanniques ont déjà tiré des centaines d'obus et maintenant ils sont à bout portant. Le HMS Rodney s'approche à moins de 3 km. Une distance presque irréelle pour ce type d'artillerie. En face, le Bismarck n'est plus qu'une épave en flammes qui s'enfonce lentement. Plus de 2800 obus ont été tirés contre lui, des centaines ont touché. Mais c'est pas l'artillerie qui l'achève. Car à bord, les charges de sabordage ont explosé et le navire est condamné de l'intérieur. Les Britanniques lancent encore des torpilles, certaines touchent, mais le Bismarck est déjà en train de sombrer. Le 27 mai 1941 à 10h40, c'est la fin du Bismarck. Dans l'eau, des centaines d'hommes survivants. Les navires britanniques commencent à les repêcher, mais leurs vigiles les préviennent de la menace d'un sous-marin. Ils doivent repartir. 3 hommes réfugiés sur un canot pneumatique seront recueillis par un sous-marin dans la journée, et 2 autres le lendemain par un chalutier. Au final, sur plus de 2200 hommes, à peine 114 survivront. En quelques jours, le Bismarck aura traversé l'Atlantique, coulé le fleuron de la Royal Navy et déclenché l'une des plus grandes chasses navales de l'histoire. Un géant conçu pour dominer les océans, mais qui sera traqué, encerclé avant d'être exécuté. Aujourd'hui, son épave repose à plus de 4000 mètres de profondeur. Témoin silencieux d'un affrontement où la technologie, la stratégie et le destin se sont entrechoqués. Le Bismarck n'aura jamais atteint sa mission, mais il est entré dans l'histoire. Pas seulement comme un navire, mais comme un symbole. Il devait incarner la domination allemande sur les mers. Il deviendra finalement le symbole de la fragilité des géants de guerre face à une nation entière lancée à leur poursuite. Merci à World of Warships pour leur soutien sur la réalisation de cette vidéo. Et si vous voulez vous aussi prendre la mer à bord du Bismarck, vous pouvez télécharger le jeu et prendre part à la campagne du 85e anniversaire de son naufrage. N'oubliez pas de passer par le lien en description. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.